Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Chroniques historiques. Je sais, on devait parler de Narcisse Pelletier, mais j'attends de recevoir quelques œuvres pour vous faire une superbe vidéo. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en reste. Je vais moi-même été surpris de découvrir cette histoire. Alors, si je vous parle de Charlemagne, le roi des Francs et des Lombards, l'empereur d'Occident, vous allez très certainement penser à des innombrables conquêtes et son aura légendaire. Mais si je vous dis qu'il avait avec lui un animal peu commun, un éléphant blanc albinos venu d'Asie et prénommé Abou Labas. Est-ce que vous le saviez? J'imagine que non, et si c'est le cas, vous êtes juste trop fort en fait. Cet animal, au-delà de son aspect hors du commun, est au centre d'un enjeu politique qui favorisera la paix entre l'Empire franc et les Abbassides. Attachez vos ceintures, prenez votre meilleur coca, mais sans sucre, car aujourd'hui, on va parler de Abou Labas, le père des lions. Comme je le disais juste avant, Abou Labas veut littéralement dire « père des lions ». Aboul signifiant père et Abbas, lion, le père des lions. Anecdote amusante quand on sait qu'en 801, l'émir de Kairouan Ibrahim envoie un lion à notre bon vieux Charles le Grand. Cet éléphant a été offert en cadeau par le calife de Bagdad, Haroun al-Rachid, au roi des Francs et des Lombards, en signe de paix entre les deux royaumes. Mais comment on en est arrivé là? Pour comprendre cette histoire, il va nous falloir remonter le temps, et plus précisément lorsque Charlemagne succède à son père, Pépin le Bref, en 768. L'Europe médiévale est alors partagée entre trois grandes puissances. Les Francs à l'ouest, les Abbassides à l'est, et les Byzantins qui, pas de chance, se trouvent au milieu. La succession de Pépin le Bref ne pose aucun problème. Personne ne s'élève pour contester le titre royal aux deux jeunes Pipinides, que nous pouvons commencer à appeler Carolingiens. Les derniers mérovingiens sont morts dans leur monastère. Cependant, on ne change pas la pratique successorale. Le roi ayant eu deux fils, le royaume est partagé entre eux. Pépin a fait la répartition avant de mourir, et à peine est-il enterré que ses fils vont se proclamer rois chacun de leur côté. Charles réunit les principaux leudes, c'est-à-dire les grands de ses domaines à Noyon. Il se fait acclamer suivant la tradition et sacré par les évêques présents. De son côté, Carloman se fait acclamer et sacré par les siens, non loin de là, à Soissons. Pépin transmet à ses fils un pouvoir fort et un vaste territoire encore bien peu unifié, où survivent 15 millions de sujets misérables, dont une bonne partie de noms libres, tous menant une existence précaire, encore proche de la vie sauvage. Faire de cet ensemble un véritable état organisé, c'est ce que va tenter Charlemagne. Tâche surhumaine, surtout avec les moyens de l'époque. D'autant plus qu'avant que Carloman ne meure en 771, celui-ci était farouchement opposé à son frère aîné, à tel point que d'après Eginhard, auteur de la première biographie de Charlemagne, Charlemagne supporta avec une telle patience la haine et la jalousie de ce dernier que tout le monde était surpris qu'il ne perdit pas son calme avec son frère. Une autre source va dans le même sens. Dans une lettre célèbre écrite à Charlemagne, le prêtre Catwulf, en 775, donne pour preuve de la sainteté de ce dernier le fait que Dieu l'a protégé des trahisons de son frère et qu'il a fait mourir Carloman jeune afin que le royaume soit uni sans que le sang soit versé. Tout n'allait donc pas pour le mieux entre eux, mais il est difficile de savoir jusqu'à quel point allait cette mésentente. On sait néanmoins qu'elle se manifeste dès le début à propos de l'Aquitaine qui venait à peine d'être soumise par Pépin. Dès 769, une révolte éclate, dirigée par le duc Huno qui avait été enfermé dans un monastère et qui probablement cherche à profiter de la mort de Pépin et de l'inexpérience de ses fils pour reprendre son indépendance. Malheureusement pour lui, l'Aquitaine ayant été partagée entre les deux frères, Charles rencontre Carloman à Moncontour et lui demande son aide pour lutter contre Huno. Carloman refuse, pour une raison qui nous est inconnue.
l'adolescent ne souhaite sans doute pas renforcer la position de son frère, et selon Eginhard, il est poussé par son entourage, de nombreux partisans de Carloman s'efforçaient de rompre leur alliance au point que certains intriguaient même pour les pousser à la guerre. En tout cas, ça n'empêchera pas Charles de réprimer la révolte en capturant une eau alors livrée par les Gascons au sud de la Garonne. Les années passent et Carloman meurt brutalement en 771. La mort de Carloman est une surprise. Le jeune homme avait 20 ans et était apparemment en bonne santé. La cause du décès est inconnue, seule la chronique de Créontius parle d'un flux de sang par le nez, une mort inhabituelle. Bon, entre nous, ça arrange bien les affaires de notre Charlemagne, surtout qu'il n'était pas très loin au moment des faits. Faut bien se dire qu'un tel acte, à une époque où l'assassinat politique est une pratique courante, n'aurait rien de surprenant. Durant les années qui suivent, Charlemagne œuvre pour consolider, défendre, mais surtout étendre son vaste territoire. De l'Italie à la Saxe, de la Saxe à l'Espagne, de l'Espagne à la Bavière, de la Bavière à la Pannonie, chaque année pendant plus de 40 ans, on le voit courir d'un bout à l'autre du royaume, suivant un rituel monotone. Convocation de l'Assemblée au printemps, réunion de l'armée, campagne militaire, assemblée bilan en automne, et hiver au palais. Faut bien se réchauffer après tout. Mais l'année 778 marque un tournant. Alors qu'il mène une expédition militaire en Espagne contre l'émir Omeyyade en Cordoue, celle-ci tourne au désastre. Son arrière-garde se fait décimer au col de Roncevaux par les montagnards basques qui, maîtrisant le terrain, ont tendu une embuscade. Ce désastre que Charlemagne a tenté de dissimuler est devenu célèbre grâce à la chanson de Roland, chanson dont le personnage principal est le cheval de Roland, chevalier mort durant cette bataille. Faut savoir que Charlemagne digère assez mal cette défaite, c'est pour lui un revers humiliant, le premier de sa carrière, car il était personnellement à la tête de l'armée. Il va donc faire le choix de s'allier au puissant empire abbasside pour prendre sa revanche sur l'émirat de Cordoue. Car en effet, Haroun al-Rachid, le calife de Bagdad, n'est pas vraiment un admirateur des Omeyyades. Le califat abbasside est souvent assimilé à l'âge d'or de l'islam médiéval. Fondé en 750, il perdure jusqu'en 1258, mais il est concurrencé dès le Xe siècle par deux califats rivaux, les Fatimides chiites, de 909 à 1171 et les Omeyyades de Cordoue de 929 à 1031. Cinquième calife abbasside, Haroun al-Rachid règne sur une très vaste territoire depuis la mort de son frère al-Hadi en 786. Issu de l'union du calife al-Mahdi et d'une esclave d'origine yéménite, Kazuran, il devient sans doute le calife du Moyen-Âge islamique le plus célèbre. Il doit notamment sa renommée au conte des Mille et une nuits, dans lequel il apparaît sous les traits du calife parfait, accompagné de son fidèle vizir, Jafar. Son règne, comme celui de Charlemagne, est associé à une grande prospérité économique, ce qui lui permettra d'établir des comptoirs commerciaux jusqu'en Chine, un empire qui a également une florissante activité culturelle et artistique. Mais cette image glorifiée doit néanmoins être un petit peu nuancée, car son règne sera aussi parsemé de très nombreuses révoltes et d'un déclin de la puissance du calife au profit de la seconde figure politique importante du califat, le vizir. Plus petit que la normale, mais plus grand que son futal. Il voulait être le calife à la place du calife. Cette alliance donc que va nouer Charlemagne a également pour but d'affaiblir un empire byzantin déjà déchiré par les guerres civiles et qui, faut le dire, n'est pas très bien placé de par sa position géographique entre les Carolingiens et les Abbassides. D'ailleurs, à cette époque, c'est une femme qui est à la tête de l'Empire romain d'Orient, du nom d'Irène. Bon, je vous passe les détails, mais c'est un horrible personnage. Elle a notamment crevé les yeux de son fils pour accéder au pouvoir, bref, une très bonne mère. Prenant la place de son fils, elle s'autoproclame Basileus, autrement dit, impératrice des Romains. Ses relations avec l'Occident et Charlemagne sont ambiguës. Les deux souverains entretiennent des rapports tantôt amicaux, tantôt hostiles, sur fond de lutte d'influence pour le contrôle de la péninsule italienne. Mais en 800, le réalisme politique l'emporte. Le gouvernement du calife sait peu de choses sur l'Occident et ne s'y intéresse pas vraiment. Il sait qu'il y a là-bas un puissant souverain du nom de Charlemagne qui est adversaire des Byzantins et de l'émir de Cordoue, et ça lui suffit pour bien accueillir la mission du juif Isaac et l'ambassade carolingienne de 799. En gage d'amitié, il envoie en retour de somptueux cadeaux, mais ne vous y trompez pas, les cadeaux ont un double but. Montrer la richesse et la générosité de celui qui offre et témoigner du respect qu'il éprouve à l'égard de celui qui reçoit. C'est un but politique quoi.
Dans les échanges avec le monde arabo-musulman, les souverains occidentaux ne peuvent rivaliser avec la splendeur et le luxe des produits orientaux. Charlemagne n'a guère à offrir que quelques côtes de mailles, alors qu'il reçoit parfums, soieries, orfèvreries, tentes d'apparat et curiosités recherchées des animaux sauvages pour sa ménagerie, dont un qui va sortir du lot. Un éléphant d'Asie albinos, c'est le juif Isaac qui est sur le chemin du retour au bout de 4 ans et qui n'arrivera qu'en 802 en passant par Jérusalem et Carthage jusqu'à la demeure du roi à Aix-la-Chapelle. Aboul Abbas est une curiosité. Beaucoup de gens viennent à Aix plus pour voir l'éléphant que pour voir l'empereur. En choisissant cet imposant cadeau, Haroun al-Rachid parvenait à la fois à honorer le monarque carolingien et à affirmer la puissance de Bagdad. En effet, ce spécimen d'éléphant albinos était non seulement extrêmement rare et donc d'une valeur inestimable, mais il était également considéré comme sacré en Asie. On lui prêtait même quelques pouvoirs. Malheureusement, le père des lions ne parviendra pas à s'acclimater à son nouvel environnement et mourra en 810. Les annales royales jugeront l'événement assez important pour le signaler au même titre que le décès de la fille aînée de l'empereur. Rotrude, la fille aînée de l'empereur, mourut le 6 juin et pendant qu'il était là, l'éléphant que lui avait envoyé Aaron, roi des Sarrasins, mourut soudain. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bousiller la barre de pouce bleu, à laisser un petit commentaire, et surtout à s'abonner, parce que je vous vois là, tous ceux qui regardent en n'étant pas abonnés, je vous ai à l'œil. Nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, tchou les petits loups!